Bon midi à tous et à toutes. Je suis Maria-Louisa Romano, chef de l'action éducative citoyenne et culturelle au Musée McCord. Au nom de l'équipe du musée et de celle d'Héritage Montréal, je vous souhaite la bienvenue à la 10e édition de la série Échanges urbains, qu'on vous propose en format virtuel vu le contexte, mais qui se tient habituellement au Musée McCord, au centre-ville de Montréal. Et je souligne en passant que le musée souligne aussi ses 10 ans, donc c'est 100 ans. Donc, plusieurs anniversaires cette année pour le musée. On est heureux de souligner ceci avec Héritage Montréal aujourd'hui. Avant toute chose, je voudrais d'ailleurs reconnaître que le musée McCord est situé donc à Montréal, sur un territoire fréquenté et occupé depuis des millénaires par les peuples autochtones et qui n'a jamais été cédé par voie de traité. La nation Guignenguiaga démontre toujours un profond attachement envers ce territoire qu'elle nomme Tiohtià:ke. Reconnaissant les conséquences désastreuses du colonialisme pour les premiers peuples, le musée McCord considère qu'il est de son devoir de contribuer à une meilleure connaissance des cultures autochtones et de soutenir le maintien de leur vitalité. Je vous invite d'ailleurs à ce sujet à voir ou à revoir l'échange urbain de mai dernier, en fait, qui a terminé la dernière saison, qui s'intitulait Montréal autochtone, rêve ou réalité, où on avait réuni Philippe Saron-Séry-Meyer, Christian Guette Saint-Pierre et Maya Cousineau-Molène. Donc, le vidéo peut être vu ou revu sur le blog du musée McCord. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de ce nouvel échange urbain qui est animé par Dino Gumbaru, directeur des politiques à Héritage Montréal, on accueille 3 invités qui vont se pencher sur la question « Le défi de la mobilité durable, comment et à quel prix ?» Alors, je vous les présente en quelques phrases. Donc, membre de Trajectoire Québec depuis 2013 et président depuis 2014, François Pépin est utilisateur du transport en commun depuis 1967. Ingénieur diplômé de Polytechnique, il a œuvré 35 ans comme spécialiste en planification des transports et a coordonné la réalisation de multiples projets de développement des services de transport en commun. François Pépin a toujours à cœur les intérêts des utilisateurs actuels et potentiels du transport collectif afin que leurs besoins de mobilité soient satisfaits. Catherine Morancy est ingénieure civile et professeure agrégée à Polytechnique Montréal également. Depuis 2010, elle dirige la chaire de recherche mobilité sur la mise en œuvre du développement durable dans les transports et ses recherches portent sur la modélisation des comportements de déplacement individuels et inclut tous les modes de transport, qu'il s'agisse notamment de la voiture, du transport en commun, de l'autopartage, des transports actifs. Elle a reçu en 2019 le prix Antoine Grégoire de l'Association du transport urbain du Québec, attribué chaque année à une personne œuvrant ou ayant œuvré dans le domaine du transport collectif au Québec. Et je souligne que ce prix a aussi été remis à notre autre invité, M. Pépin, en 2020. Donc, je termine avec Renée Daou, qui est associée fondatrice de l'agence Daou Les Stages Lisotte Stecker, qui cumule les fonctions d'architecte et d'urbaniste. Elle dirige tous les projets de transport réalisés par l'agence, dans lequel elle assume entre autres le leadership du design excellence. Elle a agi à ce titre depuis 2014, entre autres pour le Huron-Ontario LRT à Mississauga et Brampton et pour le réseau structurant de transport en commun à Québec. Renée Daou assume un rôle de premier plan dans le milieu de l'architecture et de l'urbanisme et contribue avec ses partenaires et une équipe expérimentée à la création d'espaces d'échelle variée. Madame Daou et Réal Lestage sont récipiendaires du prix Ernest Cormier de 2016, donc la plus haute distinction dans le domaine de l'architecture et du design décerné par le gouvernement du Québec. Donc, on les remercie tous les 3. J'ai invité Madame Daou aussi à ouvrir sa caméra. Madame, excusez-moi, c'est parce que c'est vous qui êtes en charge de... excusez-moi. Merci. Désolée. Malheureusement, je pense que je vais vous laisser ouvrir. Oui, c'est ça. Parfait. Alors, je vous remercie tous 3 d'être ici. Je remercie Dino encore une fois d'animer cette discussion. Pour poser vos questions, vous êtes invités donc à utiliser la fonction questions-réponses, donc Q&A qui se trouve dans le bas de l'écran Zoom si vous cliquez sur Zoom, ou vous pouvez aussi partager les questions sur le compte Facebook du musée ou d'Héritage Montréal et on tentera de répondre au maximum de questions qui seront posées dans l'heure et quart que nous aurons. Please note that today's presentation will be in French, but you are invited to participate to the question period in French or in English through the Q&A function or via the Facebook page of the McCord or Héritage Montréal page.
Alors, je laisse la parole à nos invités à Dini qui va mettre la table. Bonne conférence. Merci, Maria-Louisa. Bonjour, bon après-midi, bon lunch à tout le monde. C'est un grand plaisir de reprendre de nouveau cette habitude de nos échanges urbains, ce dixième cycle. Comme on dit dans les grandes universités, des cycles de conférences. Là, ce sont des échanges urbains on a aujourd'hui sur la thématique de la mobilité durable. Le 26 janvier prochain, ce sera sur la densification urbaine, qui n'est pas entièrement déconnecté de ce sujet dont on va parler aujourd'hui. Le 23 mars, ça va porter sur la stagnation. Comment se fait-il qu'on parle de mobilité, on parle de densification, mais il y a aussi des choses, des bâtiments. Pensons à la bibliothèque Saint-Sulpice et à tant d'autres lieux emblématiques où ça stagne. Et on va terminer le 22 mai avec un échange sur le thème plus spécifique du quartier chinois. Sur lequel toutes ces questions se posent, parce qu'il y a des infrastructures de transport qui parcourent ce territoire depuis les années 60. Il y a des questions de densification anticipées par le zonage, etc. Et il y a également des ambitions de mise en valeur depuis des années. Alors, vous voyez, c'est un cycle du 10e anniversaire qu'on vous propose et on espère que ça va être intéressant pour les nombreuses personnes qui le suivent, soit sur Zoom, soit par Facebook. On vous remercie à l'avance de vos questions et également de votre patience parce qu'on ne pourra pas tout aborder nécessairement. Ce sont des sujets par définition qui sont complexes et on espère qu'on n'a pas en 1h15 couvert l'alpha à l'oméga de tout ça parce que ça voudrait dire qu'on aurait des sérieuses questions à se poser sur la difficulté qu'on a à progresser sur ces thèmes. Donc, c'est pas pour vous dire que rien ne se passera aujourd'hui, mais c'est simplement vous avertir que les sujets complexes, par définition, font appel à une diversité d'expertise. On remercie François, Catherine et René d'être parmi nous. Vous voyez qu'on a des personnes de haute réputation, mais également, je note que pour la première fois, on a 2 ingénieurs sur notre table ronde. Alors, espérons que ça ne va pas faire des courbes trop calculées ou bien des virages trop carrés. Là. Alors, mais je suis sûr qu'on va avoir des points de vue avec l'expérience de René là-dessus. La thématique de la mobilité active, enfin de la mobilité durable plutôt, est un thème qui est présent, vous savez, aujourd'hui. Cette année, il y a l'exposition universelle. Montréal a connu celle de 1967. Où le thème du transport était très présent. C'était un lieu de démonstration des différents modes de transport anticipés pour l'avenir. On parle de l'Expo Express, on parle du métro qui a été réalisé non pas juste dans l'Expo, mais pour la ville. On a des monorails, on avait des navettes fluviales, également des overcraft, des aéroglisseurs, toutes sortes de choses qui se produisaient, même des vaporettos, imaginez-vous. Alors, Expo 67, si les gens vont écouter sur YouTube le 2e échange urbain de l'histoire de l'univers, celui qui portait sur Montréal, ville moderne, le 23 janvier 2013, avec Clément Demers notamment. Il mettait de l'avant toute cette pensée qui animait l'époque, qui était une pensée centrée sur la vitesse du déplacement. Si vous allez vous promener sur la petite rue Belmont, qui est en arrière du Reine-Élisabeth, c'est une rue entre bien d'autres, mais vous allez voir les bas-reliefs splendides de la gare centrale qu'on n'aperçoit que très rarement parce qu'ils sont cachés par des bâtiments qui ont été construits autour de la gare. Mais vous y voyez une espèce d'allégorie des différents modes de transport depuis Icare, qui a un petit peu raté son coup avec aux avions, locomotives, les bateaux. Et peut-être qu'un défi qu'on pourrait poser dans notre échange, c'est si on avait à refaire ces bas-reliefs en 2021, quelles seraient les images qu'on emploierait? Quelle est l'image du transport aujourd'hui et surtout pour demain? Puisqu'on se rend compte que déjà le mot a évolué, on parlait de transport alors que maintenant on parle de mobilité. Les points de vue changent. Et c'est intéressant aussi de faire quelques repères historiques. Là, je ne veux pas aller trop loin parce que c'est à nos invités de nous exposer une matière très riche, mais 1899, la première voiture automobile à Montréal. Avant ça, en 1896, si vous allez sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec, vous allez voir une carte
cyclistes de Montréal. Et pas juste de l'île de Montréal, mais ça dépasse vers la rive sud et l'île Jésus. Donc, le vélo était là avant. 1861, les transports collectifs commencent avec des autobus hippomobiles. Et avant ça, le train arrive en 1847. Donc, vous voyez qu'on a des dates qui nous... Comment est-ce qu'on a superposé sur un territoire qui était déjà sillonné? Là, puis je ne veux pas remonter à Nabucodonosor et les épopées des caravanes et des grands navigateurs de l'histoire des peuples, mais la notion de transport s'est beaucoup développée, transformée. Et je voulais rappeler également j'ai fait une petite recherche, le 23 mars 2011, un petit peu d'histoire, là, mais récente. 2011, les gens connaissent peut-être le Forum Urba 2015 que Florent Jonca-Deneau anime à l'UQAM et qui est une source de toutes sortes de conférences et d'événements qui nous en apprennent énormément. Le 23 mars 2011, c'était Mme Krausberger qui présentait le plan de transport de Berlin, qui est une cité-État, une cité-province. Je sais que c'est un sujet dans les élections actuelles, là, mais laissons-nous pas distraire. Ce qui était surtout intéressant dans sa présentation, Mme Krausberger nous a rappelé qu'elle avait présenté les tramways, les vélos, les pistes cyclables, les routes, le métro, tout ce que vous voulez, les trains régionaux, et dit... Par contre, le succès de notre plan repose sur une chose qu'on appelle, elle a employé le terme français pour le décrire, les flâneurs, c'est-à-dire c'est une pyramide inversée. C'est comme un arbre qui repose sur son tronc plutôt qu'une pyramide où on a un paquet d'équipements pour une personnalité hiérarchique dans le haut. Et ça, c'était l'instrument de mesure du succès, c'était comment les individus se retrouvent dans le système. Et ça, c'est une question qui nous rapproche de cette idée d'activité, de mobilité active et durable. Alors, aujourd'hui, en 2021, on propose cet échange urbain autour de la question comment est-ce que les besoins immenses, et vous savez que c'est un thème à l'Expo universelle de 2020, la mobilité, donc il y a des milliards de dollars, sinon des centaines de milliards de dollars qui vont être investis à cause de l'urbanisation de la population mondiale, des défis des changements climatiques et tout et tout. Alors, est-ce qu'on adapte la ville à ces machines à se déplacer ou si on invente des machines qui sont capables de vivre avec les villes qu'on a bâties depuis des générations, sinon des siècles, et leurs quartiers. Alors, c'est un peu les questions sur lesquelles on voudra échanger aujourd'hui. Et sans plus tarder, je passe la parole à François Pépin, lui-même un usager du transport public. Merci. Merci, Dinou. Bonjour tout le monde et merci surtout au Musée McCord et Héritage Montréal de m'offrir l'opportunité de participer à cette table ronde. Écoutez, oui, l'amélioration de l'efficacité des transports publics est un des meilleurs moyens pour réduire la circulation automobile. Pour ce faire, l'implantation de nouvelles infrastructures de transport dans un territoire déjà urbanisé est nécessaire. Ça pose plusieurs défis pour la qualité de vie des citoyens dans leur quartier. Et comme vient de le dire Dinou, l'humain est au centre de la mobilité et non pas la technologie ou les systèmes. Comment planifier et réaliser ces nouvelles infrastructures pour répondre aux attentes de la population et ça sans détruire ni dénaturer les quartiers afin d'obtenir l'acceptabilité sociale en maximisant les impacts positifs sur le milieu et sur ses habitants. Du point de vue du citoyen et de l'usager, les besoins en mobilité évoluent au cours de la vie et encore plus rapidement depuis la pandémie. On a vu des modifications majeures dans les comportements. L'usager désire tout d'abord de la fréquence, de la ponctualité et de la rapidité. C'est une question de gestion du temps. Un réseau structurant répond bien à ces attentes et devient ainsi la colonne vertébrale d'un réseau de transport durable en reliant les quartiers résidentiels aux principaux points de destination du secteur, institutions, commerces, centres d'emploi. Cela permet d'articuler les autres services de mobilité locaux autour de cet axe principal. La pandémie a accéléré des nouveaux phénomènes comme le télétravail et le poids relatif plus faible du centre-ville comme lieu de destination.
Donc, les besoins de mobilité des citoyens ont changé et continueront d'évoluer en s'éloignant des anciens patrons de navettage en pointe et entre le domicile et le travail. Maintenant, l'usager désire aussi la sécurité et la flexibilité. La sécurité au niveau sanitaire et aussi évidemment au niveau de l'intégrité de la personne. Alors, le développement des infrastructures de réseaux structurants n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà de la simple infrastructure. Il faut offrir à la population un éventail de services pour répondre à des besoins variables et diversifiés de plus en plus. Articulé autour des infrastructures des réseaux structurants, le développement des services de proximité permettra d'offrir la flexibilité que les gens recherchent. Pensons au réseau de bus, au taxi, à l'autopartage, au réseau cyclable, au vélo-partage et au cheminement piétonnier. Tous des éléments qui sont en complémentarité avec le réseau structurant. En donnant plus de choix aux citoyens, ce dernier pourra choisir le bon mode au bon moment selon son besoin spécifique. En fait, le transport collectif, qu'on appelait aussi transport de masse, évolue vers la mobilité individuelle organisée collectivement. C'est tout un défi en soi. C'est pour ça que le réseau structurant doit faire partie d'une planification globale de la mobilité d'un secteur afin d'avoir une vue d'ensemble de l'adéquation entre les services proposés et les besoins de la population. Dans ce nouveau contexte, le tout-au-bus ou le tout-au-métro sont dépassés. L'intégration et la complémentarité des services est la clé parce qu'elle permet d'offrir cette flexibilité recherchée par les usagers, qui aussi flexibilité qui est une caractéristique importante du mode concurrent qui est l'auto-solo. Le citoyen désire aussi une intégration harmonieuse des réseaux structurants à son milieu de vie. La construction d'une infrastructure en milieu déjà urbanisé présente un défi d'intégration, mais en même temps une opportunité de redéveloppement. Les efforts dans une intégration, investis dans une intégration réussie au milieu bâti, selon les attentes des habitants du quartier, sont une condition de réussite au niveau de l'acceptabilité sociale. Des consultations publiques en amont permettent d'amorcer un dialogue constructif entre la population et les autorités. Elles permettent de part et d'autre de mieux comprendre les besoins, les attentes, les objectifs et les contraintes tant de la population que des responsables du projet. La conception du projet est donc amorcée sur des données objectives, mais aussi sur des réalités et des perceptions des citoyens. Les solutions ainsi développées peuvent par la suite être présentées au public, comme d'ailleurs c'est le genre de démarche privilégiée par la STM et le RTL sur la Rive-Sud. Donc, les solutions peuvent ensuite être présentées au public pour mesurer la conformité avec les résultats de la consultation et les objectifs du projet. On parle de façon éclairée à ce moment-là et de façon intelligente. Les grilles multicritères utilisées pour choisir la meilleure solution doivent inclure, oui, des indicateurs associés au transport collectif, comme le gain de temps ou l'augmentation d'achalandage, mais aussi des indicateurs associés à la collectivité, la qualité de vie, les incidences visuelles, sonores, la vibration, etc. Donc, tout ce qui peut impacter le quotidien des gens. Le bilan des avantages et inconvénients et des coûts et bénéfices permettra à tous et toutes de mieux comprendre les choix à effectuer et le pourquoi des décisions. Une telle démarche favorise une meilleure intégration au milieu et l'acceptabilité sociale des projets qui sont devenus des conditions incontournables de succès des projets d'infrastructure de transport. Pour réussir, cette démarche implique la collaboration de tous, les élus et les décideurs, les citoyens et la société civile, les fonctionnaires, les ingénieurs, les architectes, les urbanistes et les financiers. Donc, tout le monde doit se parler. Bref, en terminant, pour réussir, il y a 3 axes: l'intégration, la consultation et la collaboration. Voilà, merci. Merci François. Donc, intégration, qu'est-ce que tu dis? Intégration, collaboration, c'est le dernier. Entre les deux? Consultation. Consultation. Tout ça avec des stations pas loin. Si on parle de la ville à 15 minutes, on ne peut pas installer des infrastructures loin des gens. Il y a tout un déploiement sur le territoire. Et je me souviens avoir rencontré dans les années 80 des ingénieurs en transport à Bruxelles, parce qu'effectivement, on a le droit de fréquenter les ingénieurs. Là, c'est pas interdit dans notre secte.
dans notre société. Et il y avait un débat à l'époque sur le déploiement des métros, des trams ou des autobus. Et compte tenu de la nature du bâti, c'était la question comment est-ce qu'on déploie les points de contact entre les usagers et le réseau. Et plutôt que d'avoir tout un système, c'était une série de systèmes qui étaient réunis. Merci. Alors, passons sans plus tarder à Catherine Morancy. Une autre ingénieure, c'est pas drôle. Ben oui, mais c'est pas drôle, mais on peut Et vous savez que ce qu'on enseigne en 2021 dans nos classes, là, c'est pas la même chose qui s'enseignait dans les années 60. Là. L'ingénieur évolue aussi. Vous avez abandonné la règle à calcul là, depuis longtemps. Oui. Bon, en tout cas, ceci étant dit, moi, j'aimerais, sur la question qui est posée, là, j'ai réfléchi à plusieurs reprises sur cette question qui est posée pour voir est-ce qu'on était prêt à se demander la question du comment? Là? Donc, je vais reculer un peu puis je vais demander pourquoi on veut améliorer le réseau. Parce que je trouve qu'on ne remet pas souvent en question certaines hypothèses là, qui sont à la base de nos modèles. Et évidemment, j'ai une déformation, je vais questionner ces hypothèses-là. La première chose que je veux se demander, c'est quels sont nos grands objectifs? Et je trouve qu'en 2021, on en a un qui est évident, qui est la réduction des gaz à effet de serre, évidemment, mais il y en a plein d'autres, là, qualité de vie, utilisation de l'espace, utilisation de nos ressources, je sais pas, équité, santé publique, ainsi de suite, là, les impacts environnementaux, la congestion, il y en a plein. Réduction des coûts individuels et collectifs de transport, ça fait partie de l'équation. Et évidemment, le constat, c'est qu'on doit aujourd'hui faire une utilisation la plus efficiente possible de nos ressources. Et une des ressources, c'est l'espace et le temps qu'on a dans nos milieux. Donc ça, je trouve que c'est intéressant de remettre ça en perspective. Et le comment va venir après. Il faut décider pourquoi on a besoin de déplacer autant de gens et pourquoi on est si mauvais pour le faire. Parce que si on discute de cette question-là encore, ça doit être parce que ce qu'on fait n'est pas suffisamment efficace pour qu'on ait l'impression que ça fonctionne bien. Je trouve que dans ce qu'on observe actuellement, ce sont des déplacements qui sont matérialisés sur nos réseaux, mais il y en a plein de déplacements qui ne se matérialisent pas. Il y a toute cette notion de déplacement latent. Et pour être capable d'évaluer ce qu'il faut faire et comment on va l'implanter, il faut avoir une meilleure compréhension des barrières à la mobilité. Et là, il y a les deux sens. Il y a ceux qui se déplacent plus qu'ils souhaiteraient se déplacer. Il y a ceux qui se déplacent moins qu'ils souhaiteraient se déplacer. Il y a ceux qui ne se déplacent pas vers les bonnes destinations. Donc, il y a toute cette notion d'insatisfaction à l'égard de la matérialisation des systèmes d'activité. Et en plus, c'est peut-être pas la mobilité qu'il faut planifier, c'est peut-être le système d'activité. Parce que maintenant, c'est une combinaison de mobilité physique et virtuelle. Je trouve que ça ne fait pas assez partie de nos évaluations de projet. On est très rapide pour dire vite des infrastructures, et je ne dis pas que ça n'en prend pas du tout. Mais on fait souvent vite comment on met des nouvelles infrastructures sans questionner comment on pourrait transformer justement cette mobilité. Et ensuite, pour la mobilité transformée, quelles sont les meilleures alternatives? Donc, cette question de bien comprendre les comportements latents, ce que les gens voudraient faire. Et ça, c'est tant la forme du déplacement, donc d'où je pars, où je m'en vais, que le mode. Comment je voudrais pouvoir me déplacer. Quand on fait des analyses, dans une région comme Montréal, là, on a 20 à 25% des déplacements qui pourraient se faire à pied ou à vélo. Quand on tient compte de la structure de la chaîne de déplacement, des distances, de l'âge, du genre, ainsi de suite, il y a un gros potentiel. Pourtant, les gens n'utilisent pas ces modes-là. Il y a plein de contraintes. Il faut mieux les comprendre pour savoir quels sont les systèmes à mettre en place. Et il faut se permettre de questionner l'existence de certains déplacements. Ça je pense que dans la situation actuelle de ressources limitées, là, avec nos espaces que l'on doit attribuer à l'ensemble des modes, je pense que ça vaut la peine de se questionner sur la pertinence de répondre ou non à certains besoins. Donc ça m'amène à amener la question du comment, là, comment on organise finalement des systèmes de mobilité pour répondre aux besoins qu'on pense être efficients. Bien là, il faut regarder comment on alloue nos ressources, dont l'espace. Je le dis depuis un certain temps, la gestion de l'espace en ville, là, c'est la clé. Quand on détermine qui a accès à quel espace sur un morceau de rue et quelles fonctions on va permettre de mettre sur ces morceaux de rue-là, bien là, on détermine comment les gens vont se déplacer, on détermine qui va recevoir des bénéfices, qui va avoir des impacts négatifs et quel va être le niveau de qualité de vie dans ces environnements-là. Je trouve aussi que ça ne fait pas suffisamment partie de l'équation. Ça aussi, on a essayé de le mesurer. Bien évidemment, je suis ingénieur, donc je fais des calculs. Évidemment, actuellement, le niveau d'équité du partage de la rue est assez piètre. Hein? On a une grosse prédominance de nos espaces et de nos infrastructures qui est dédiée à l'auto-solo, tout en sachant que ce n'est pas le mode le plus efficace, loin de là. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir des outils pour faire le diagnostic correct et arrêter d'avoir ces prémices que si on a des gens déplacés, il faut absolument leur offrir des infrastructures et questionner la légitimité de certains choix de mobilité.
j'ajouterais à ça que dans le comment, quand on veut choisir là, quelles options mettre en place, il faut vraiment tenir compte de l'ensemble des impacts. Et ça, on a des impacts collectifs. Je pense qu'ils ne sont pas suffisamment mis en avant, même dans nos analyses des bénéfices et des coûts. Les coûts, on ne tient pas compte des impacts négatifs dans l'évaluation des coûts qu'auront différentes stratégies. Donc, internaliser tous les impacts négatifs, les gaz à effet de serre émis à travers le territoire, l'exposition à des risques supplémentaires parce que j'augmente les débits de circulation, mais tous les impacts négatifs ne sont pas distribués de façon homogène dans la population et typiquement, vous allez avoir les segments vulnérables qui vont subir ces impacts négatifs. Et ça fait en sorte aussi que quand on réfléchit à des infrastructures, bien, on va souvent mettre en avant la fonction de lien de ces rues. On veut faire passer de la circulation, puis on va totalement négliger les impacts négatifs sur les gens dont c'est le milieu de vie. Donc, je trouve quand même que dans le comment, quand on dit comment on fait pour financer, bien, d'abord, si on intégrait les externalités dans l'utilisation de certains modes, pour ne pas parler de la voiture, par exemple, si on tenait compte de l'ensemble des impacts négatifs, on n'aurait pas les mêmes coûts de transport en automobile actuellement, ce qui changerait l'attractivité des autres alternatives. Autre, mais si on veut qu'il y ait des gens qui se déplacent à pied, à vélo et à pied inclus quand j'accède à un réseau de transport en commun, il va falloir aussi s'intéresser à l'allocation des espaces suffisants pour que ça leur permette de se déplacer de façon efficace et sécuritaire. Donc voilà, c'est un peu les constats. Là, quand je regarde, là, j'ai pris des notes sur la notion la mobilité en soi, c'est une conséquence de vouloir faire des activités hors domicile. Il faut questionner effectivement est-ce que le système actuel, là, pas juste s'intéresser à ce déplacement-là, comment je le fais mieux, mais questionner pourquoi ce déplacement-là existe-t-il? Est-ce qu'il pourrait être mieux fait? Est-ce qu'il pourrait être fait ailleurs, à une autre heure? Est-ce qu'on pourrait optimiser justement cette demande? Est-ce qu'il y a des déplacements qui voudraient se faire mais qui ne peuvent pas en raison de plein de contraintes? Ça vaudrait la peine quand on planifie nos réseaux qu'on tienne compte de l'ensemble des contraintes qui se traduisent par la mobilité qu'on voit aujourd'hui. Mais on pourrait en discuter, j'imagine. Bien, espérons, oui. Merci, Catherine. J'ai une question. Vous avez commencé avec le fait que vous n'utilisez plus, enfin, c'est moi qui vous ai dit ça, là, mais la règle à calcul. Mais la formation ingénieur en transport, ça existe toujours? Peut-être qu'on pourrait... Vous savez que je suis à Polytechnique, dans la seule université québécoise à avoir du génie des transports qui l'enseigne en français. Là. Il y en a à McGill, il y en a à l'Université de Toronto, mais il y a un cours obligatoire maintenant et c'est moi qui l'enseigne. Donc, vous pouvez imaginer ce que j'enseigne. J'expose ces futurs étudiants aux impacts sociaux, environnementaux, économiques de certaines infrastructures. Je leur explique évidemment les notions de capacité, les notions de partage de la rue, le rôle des systèmes de transport en commun. Donc, on n'est pas juste en train de faire passer des flux sur une rue. On se préoccupe de ce qui est déplacé à l'intérieur maintenant. On a bien aimé, enfin, moi j'ai bien noté que l'espace est une ressource non renouvelable et souvent gaspillée. On sait qu'il y a une grande campagne là, par le territoire. Alors, tout à fait. Merci. On va continuer avec René qui a le double talent, je peux dire, de ne pas être ingénieur et d'être urbaniste et architecte. C'est ça, là. Mais on ne va pas faire la guerre des professions ici, là, c'est pas l'objet, mais effectivement, les points de vue, puis vous en apprenez sur la formation des ingénieurs, qui est aussi un sujet, il ne faut pas rester au 19e siècle dans notre perception des professions. René, à toi la parole. Merci. Merci d'abord pour l'invitation, en fait, et la possibilité d'échanger avec vous sur ce sujet-là, qui est quand même un sujet particulièrement important et d'actualité. Comme on sait, j'ai bien aimé les présentations de François et Catherine, pour ça réfère. Moi, en fait, c'est, disons, la perspective peut-être plus de réalisation, parce que c'est vraiment ce qu'on fait. On a eu le grand honneur, en fait, ces dernières années, de travailler sur plusieurs grands projets de transport à titre d'architecte de réalisation, où on était chargé de qualité du design, ce que nos collègues appellent les Design Excellence Architects. Notamment, en fait, c'est un rôle où est-ce qu'on est associé à la définition de chacune des composantes de design, urbain, paysage, d'architecture intérieure, des systèmes complets de civilisés au niveau des transports. L'exemple ou le projet sur lequel on était impliqué depuis maintenant 7 ans à Toronto, c'est la ligne Eglinton, qui est une ligne est-ouest essentiellement au nord de Toronto, qui, si elle est poursuivie du côté ouest, permettrait de connecter directement l'aéroport Pearson à cette ligne-là spécifique.
C'est un projet de quelques 6 milliards de dollars, en fait, où on a 19 kilomètres, 25 stations souterraines et 10 stations de surface. Donc, un projet d'infrastructure en transport, disons, important et qui est structurant, j'aimerais dire structurant, en fait, pour la Ville de Toronto dans ce cadre spécifique. La prestation nous a permis de définir l'ADN complet de la ligne. Vous allez voir pourquoi je parle de ça, en mettant sur pied, en fait, un catalogue de composantes qui sont assemblées différemment selon les milieux qu'on traverse. Pour nous, l'intégration urbaine, ça réfère à une lecture attentive, évidemment, des milieux traversés pour qu'on puisse, évidemment, intervenir de façon délicate et adéquate. Ce n'est pas toujours le cas, mais en fait, c'est un des objectifs. Alors donc, on a pu définir dans le cadre de ce projet-là la vision d'ensemble depuis l'échelle de la ville jusqu'à celle de l'objet. On a travaillé la signature paysagère, architecturale, commerciale, parce que certaines des stations ont des commerces, artistiques, parce qu'il y a un réseau d'art très, très important dans la ligne Eglinton, les stations, les éléments de mobilier urbain, etc. Même rôle pour Ontario, toujours à Toronto, où est-ce qu'on a 18 km, où on a 19 stations de surface, un peu moins important, mais quand même. Et enfin, on travaille sur le tramway de Québec, mais cette fois-ci, on est architecte de référence. Donc, c'est pas le même rôle. On ne sera pas associé à la réalisation, on est architecte de référence, où là, en fait, la Ville de Québec voulait que le projet soit relativement prescriptif et donc, on a établi l'ensemble de ces composantes-là de façon assez précise pour assurer la meilleure intégration possible et un contrôle de la qualité optimisé lors de l'exécution. Bon, sur la base de ces rôles, donc architecte de réalisation ou de référence, ça nous a permis de procéder à une réflexion quand même assez importante au plan de l'intégration urbaine des infrastructures de transport. Selon cette expérience, je vous dirais, il y a quelques constats importants là, qui nous apparaissent primordiaux. D'abord, la notion de la vision d'ensemble. Ça, pour nous, c'est vraiment important. La vision d'ensemble intégrée pour le territoire traversé. L'objectif de ces projets-là en transport, vous en avez parlé tous les deux, François et Catherine, c'est de compléter les assises de transport présentes sur le territoire et non de les compétitionner ou de les cannibaliser. L'idée étant d'essayer de renforcer l'ensemble du système de transport si possible. Par exemple, au niveau de Eglinton, toujours, en fait, on a pu reconnecter par le biais de stations multimodales les stations de métro existantes de la ligne nord-sud, des nouveaux terminus d'autobus TTC, de trains, des trains du GO Train, qui composent l'ensemble de transport, l'offre en transport à Toronto. Donc, Metrolinx, d'ailleurs, essaie d'unifier ou de codifier de façon beaucoup plus uniforme son offre en transport pour faciliter le repérage, l'utilisation et la facilité, en fait, pour les usagers de ces systèmes de transport-là. La vision d'ensemble, pour nous, c'est important aussi parce que ça permet d'analyser et de définir les unités de paysage traversées pour assurer une meilleure intégration possible d'infrastructures. C'est-à-dire quand on traverse des milieux paysagers, des milieux qui sont denses, des milieux, en fait, centraux, évidemment, ça ne devrait pas référer aux mêmes prémices de conception au plan de l'intégration urbaine. Ce sont des milieux qui sont sensibles et qui réfèrent donc à une réponse qui soit en adéquation avec le milieu traversé. J'aimerais aussi souligner pour nous qu'en fait, ça prend une réflexion hors du cadre pour les technologies sélectionnées. Dis-nous, tu parlais d'Expo 67 avec les différentes technologies de transport qui ont été proposées. Moi, je ne suis pas certaine qu'on fait à l'heure actuelle les bons choix pour les années à venir, surtout lors de la traversée de milieux particulièrement sensibles. Je pense qu'on devrait ouvrir le débat là-dessus. Pourquoi on rejette rapidement, par exemple, les technologies de rails électrifiés? On se fait souvent dire, il n'y en a pas question à cause des coûts, mais pour moi, en fait, ces technologies sont plus sensibles quand on traverse des milieux, par exemple, patrimoniaux au cœur d'une ville. Alors, ce sont des discussions qu'on ne peut pas avoir nécessairement parce qu'on a des façons de faire peut-être un peu trop conservatrices, je dirais, au niveau des choix de la technologie des systèmes de transport. Rappelons-nous qu'on a démantelé le système de tramway à Montréal pour, entre autres, des raisons de pollution visuelle. Puis, en fait, ça serait intéressant qu'on ne refasse pas les erreurs du passé pour la sélection, finalement, de nos nouvelles typologies de transport que l'on est en train de déployer en Amérique du Nord.
faut savoir aussi que les systèmes de transport, en fait, c'est pas seulement des stations de métro, à titre d'exemple, souterraines ou même de surface. Ça réfère à une quincaillerie très, très, très importante qui peut être très invasive d'un point de vue visuel. On pense aux caténaires, aux pôles de support, en fait, dans le cadre des stations de surface, des tramways de surface. Donc, chacune de ces composantes devrait faire l'objet d'une attention particulière, mais en amont, ce serait bien de se poser des questions sur est-ce qu'on réfère vraiment aux bonnes technologies. Je crois aussi qu'on devrait faire une révision du mode de mise en œuvre. Alors, plusieurs de ces projets-là sont réalisés en PPP. Or, un PPP, en fait, on le sait que c'est choisir la solution qui milite en faveur du plus bas soumissionnaire et non en fonction du meilleur équilibre rapport qualité-coût. Moi, je pense qu'on devrait commencer à privilégier cette équation dans le cadre de la sélection de la mise en œuvre de nos projets. Les PPP, c'est sûr, on le vit nous autres à Eglinton dans le cadre du projet. On avait des bonnes idées originalement, mais pour réduire les coûts, on réduit en fait la qualité de certains matériaux, on réduit certains éléments au design qui, d'après moi, diminuent la qualité quand on arrive en fin de projet. C'est aussi une réflexion, dis-nous, tu parlais de mobilité durable. Pour moi, la mobilité durable, c'est une infrastructure de transport durable qui est réalisée avec des matériaux de qualité à titre d'exemple, ce qui est l'antithèse finalement de projets réalisés en PPP. Mais au plan de la mise en œuvre, il y a quand même espoir. À l'heure actuelle, Metrolinx, donc, qui a fait la réalisation de ces projets en PPP, des projets antérieurs, amorce une nouvelle façon de mettre en œuvre ces projets d'infrastructure où, dès le début, le client sera impliqué avec les constructeurs et les architectes pour que l'ensemble de l'équipe développe ensemble le projet d'infrastructure de transport. Et à un certain point, évidemment, le client va accepter la proposition qui est proposée pour un prix donné. Alors, pour moi, c'est un travail de collaboration qui est nécessaire dans le cadre de ces grands projets-là. Le projet de transport, en fait, on a une dualité au niveau des projets de transport, c'est-à-dire en Amérique du Nord, les projets sont des projets de transport. En Europe, ce sont des projets d'intégration urbaine intégrant des volets de transport. Et pour moi, c'est toute la différence, c'est ce vers quoi on devrait tendre. Ici, c'est une question fondamentale. En fait, en Europe, donc, évidemment, on essaie d'assurer l'optimisation de l'intégration urbaine, alors que pour les projets nord-américains, c'est presque une arrière-pensée de l'intégration urbaine. C'est un élément secondaire qui est non priorisé nécessairement ou pas à juste titre dans les grilles d'analyse, comme dont vous parliez, François. Les grilles d'analyse, c'est dangereux à un moment donné, dépendamment des pondérations qu'on en fait. Alors, moi, je trouve ça très, très dangereux, la planification des projets de transport sur la base de grilles d'analyse. Alors, pour moi, on doit revoir absolument le mode de planification de ces projets pour permettre un legs de qualité pour les années à venir qui, pour moi, est vraiment de la mobilité durable. Ceci étant dit, je pense que ces projets, ça représente une opportunité unique et une responsabilité civique. François en parlait. Ces projets-là de transport, c'est plus que des stations. C'est l'opportunité de créer, en fait, des places, en fait, des lieux de destination, des lieux de socialisation qui permettront aux flâneurs auxquels vous référiez d'utiliser ces espaces. Donc, pour moi, les projets de transport, ils sont structurants. Il faut définir les stations, les lieux publics, il faut définir l'ensemble des composantes qui les construisent. Il faut définir des plateformes qui réfèrent à l'art. À titre d'exemple, à Eglinton, en fait, il y a tout un réseau d'œuvres d'art qui sera associé à la grande ligne, en fait, des interventions importantes avec des artistes internationaux et des artistes émergents. On ne réinvente pas la roue. C'est ce qu'on a fait pour le métro de Montréal. C'est ça qui est extraordinaire. Le métro de Montréal, c'était des bâtiments de grande qualité, réalisés avec des matériaux périns et avec des interventions d'art public qui étaient particulièrement intéressantes. Alors donc, en réponse à votre question, moi, je pense que comment planifier et réaliser ces nouvelles infrastructures pour répondre aux pressions actuelles et aux besoins futurs, bien, je pense qu'il faut investir dans la qualité, la planification multidisciplinaire, de la conception à la réalisation, à la mise en œuvre, mais
il faut favoriser un véritable travail de collaboration. Je le dis, puis dis-nous, tu parlais des ingénieurs, tous ces projets-là en transport, nous, sur lesquels on a participé, il y a un travail en amont qui a été réalisé par des ingénieurs pendant 1 an avant que des urbanistes et des architectes se penchent sur ces travaux-là. Je ne crois pas que ce soit la façon de faire. On devrait tous intervenir en amont dès le début des opérations pour déployer un projet plus structurant et s'orienter vers une mobilité durable. Ah voilà, merci. Merci René. Je sais qu'il y a un petit écho sur plusieurs ont fait le commentaire, là, mais écoutez, l'acoustique serait tellement plus intéressante à l'auditorium Bombardier du musée McCord, mais ce sera pour 2022 au plus tôt. Alors, voilà. Merci de ce point de vue. Je pense qu'il y a déjà des lignes qui se dégagent de ça, la distinction entre le projet, la nature du projet. J'ai bien noté ce que tu disais là, en Europe, il y a un regard de projet urbain à l'intérieur duquel le transport n'est pas un élément accessoire, mais un élément qui structure il y a un objectif supérieur. Ici, on est plus en commande d'équipements et d'infrastructures. Est-ce que du point de vue de François et de Catherine, est-ce que c'est quelque chose que vous revoyez dans vos sphères, à savoir les organismes du milieu? Parce qu'en fait, on a 3 perspectives ici. Un regard universitaire avec Catherine, on a un regard, je ne veux pas dire de militant, mais c'est les organisations de la société civile. Puis avec René, c'est un volet plus professionnel de l'expertise du projet. Et je me demandais, est-ce que cette notion de projet intégré, par exemple, Polytechnique fait partie de la nébuleuse. C'est mon alma mater, alors je vais quand même être bien. Là, puis ma famille est infestée d'ingénieurs, alors j'ai pas de peur de ça. Là, mais la nébuleuse de l'Université de Montréal, où se trouve une faculté d'aménagement, où il y a des expertises dans les universités, et même HEC est un peu associé à ce système universitaire dans lequel il y a aussi des réflexions. Est-ce que vous avez des collaborations sur la ville, par exemple, qui nous permettraient de voir émerger des formations interdisciplinaires ou des diplômés qui, ultimement, sont capables de travailler en gang? Bien, la première réaction que je vais avoir, c'est que, j'ai créé un micro-programme transport, mobilité, urbanisme justement pour ça. Et 2, j'ai plusieurs de mes étudiants de maîtrise et doctorat qui ont une formation d'urbanisme. Parce que pour moi, la question de transport et mobilité, c'est multi-perspective et ça prend à la fois des gens formés en programmation, en ingénierie, en statistique, à peu près tout pour aborder correctement. J'ai une économiste dans mon équipe aussi. Ce sont des problématiques suffisamment complexes pour qu'on bénéficie des perspectives. Donc, ça existe déjà, là. Donc, le micro-programme. François, est-ce que ça existe dans les institutions qui ont comme mandat de nous livrer des systèmes pas juste pour les années 70, mais pour les années 2050, parce que c'est vers ça qu'on se dirige, François? Bien, de plus en plus, dans ce qu'on voit dans les institutions ou dans les organismes, c'est pluridisciplinaire, c'est multidisciplinaire et ça l'est depuis déjà 35 ans. Moi, j'étais un des ingénieurs parmi des économistes, des politicologues, des géographes, des urbanistes. Alors, ça a évolué et ça va dans la bonne direction. Bon, et on est rendu, je pense, maintenant, il y a plus de femmes que d'hommes. Ça peut aider à des approches plus humaines parce qu'en 70, on ne se le cachera pas, c'était juste des hommes. Donc, de ce côté-là, c'est important. Et de plus en plus aussi, ce qu'on voit au niveau de la société civile, c'est que oui, on ne regarde pas que le mode, que le tracé, que le corridor, ou que le niveau de service et la vitesse et le gain de temps. De plus en plus, il y a des demandes pour faire justement des stations, comme le disait René, des milieux de vie, d'avoir des services de proximité, d'avoir des facilités. Avec une population vieillissante, ça prend plus de services. On ne veut pas être obligé de courir pendant une demi-heure pour avoir des services d'hygiène. Donc, de ce côté-là, c'est une préoccupation. D'ailleurs, ça a été mentionné dans le projet du tramway de Québec. Et comme René le soulignait à juste point, c'est effectivement le métro de Montréal est un précurseur avec les œuvres d'art. Mais le côté dépanneur et le côté service, bon, on était dans les années 60, c'était effectivement minimal. Mais on voit que dans les nouveaux projets, effectivement, c'est une préoccupation. Bon, je voudrais soulever un élément. Catherine. Oui, je veux absolument soulever un élément qui est
une évolution qui reste encore à faire, c'est que quand on fait la conception de réseau, on néglige souvent que les gens qui se déplacent sont très hétérogènes. Puis moi, quand j'entends des mots comme il y a une ligne qui est en compétition avec une autre ligne ou le mot cannibaliser, là, on n'entendrait jamais ça sur des réseaux routiers de penser qu'il faut rendre tout le monde otage d'un seul service parce que dans les réseaux de transport, notamment les réseaux de transport commun, les réseaux cyclables, les réseaux piétons, les gens n'ont pas tous les mêmes préférences. Et ça, il y a encore du travail à faire sur la prise en compte de l'hétérogénéité des préférences dans les réseaux. Et quand on conçoit des réseaux, si on dit à tout le monde, vous allez prendre un certain corridor pour ne pas le nommer, bien, on n'est pas en train de servir l'usager. On fait de l'optimisation de réseau, mais on ne tient pas compte du fait que les usagers qui sont à bord ne veulent peut-être pas tous être dans ce ligne-là, peut-être qu'ils préfèrent pas faire de correspondance, peut-être qu'ils préfèrent marcher plus. Et ça, pour faire ça, ça nous prend des réseaux avec plus de trajets possibles pour un même déplacement. Ça, je trouve qu'on a vraiment du chemin à faire sur ce volet-là, de tenir compte du fait que ce qu'on déplace, ce sont des individus qui ont vraiment des préférences très diversifiées. Voilà. Ce n'est pas des phénomènes statistiques, là. C'est des vraies personnes. Je pensais, est-ce que les nouveaux outils le fait que les gens peuvent aller sur Google Maps là, puis se trouver un chemin qui inclut beaucoup de transports publics, est-ce que ça change les comportements? Est-ce que les habitudes? Je ne sais pas, c'est une curiosité, là, parce que de plus en plus, ils introduisent préférence pour la marche, utilisation du métro ou non. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, rentrer dans le sol. Il y en a d'autres, les autobus trouvent ça, c'est trop ceci ou cela. Est-ce que vous avez observé des choses de ce côté-là? Bien, c'est-à-dire que ça offre un meilleur accès à l'information, mais si ça ne recule pas jusqu'à la phase de conception des réseaux, bien, l'usager va quand même être pris avec voici comment ils ont conçu et voici mes alternatives. Il faut faire reculer ça à la phase où on fait la conception multimodale des réseaux pour que là, plus les gens, on les affranchisse d'un trajet ou d'un mode. Là. C'est vraiment, d'après moi, la clé. Et ça va. Vas-y, François. Oui, ça sera pas long. Ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que, comme disait Catherine, actuellement, un Google Maps ou peu importe, ça offre les choix qui sont actuellement disponibles. Donc, effectivement, pas ceux qui auraient dû être conçus. Mais quand on regarde plus loin que ça va devenir extrêmement complexe. Effectivement, il y a plusieurs possibilités pour l'usager de comment faire le bon choix. Moi, j'appelle ça un agent de voyage, là, mais dans le fond, c'est qu'on devrait avoir des courtiers en mobilité. Nos sociétés de transport sont là pour nous aider à faire le bon choix du bon mode au bon moment ou aussi, même comme le disait Catherine, de est-ce que je dois me déplacer ou pas. Donc, c'est vraiment en manque actuellement. Oui, on a beaucoup d'informations, mais de gérer puis d'analyser cette information-là, les citoyens ont besoin d'aide. Oui. François, je te reprends là, parce que on a une question de Patrick Lausière là, qui nous arrive. On invite les gens à nous faire part de leurs questions dans le Q&R, qui n'est pas un code pour aller au restaurant prouvant que vous avez été vacciné. Là, c'est juste comme ça, question et réponse. Dans un futur où la mobilité avec des modes légers deviennent de plus en plus efficaces, notamment et avec l'électrification, les véhicules autonomes et partagés, comment voyez-vous le rôle du transport en commun? Alors, là, il y a une autre question, mais commençons par celle-ci. Il me semble que c'est quelque chose d'intéressant. Puis j'interromps Catherine parce que je suis en train d'observer qu'elle est en train de répondre dans le fond de la classe. C'est invraisemblable, là, ce qui se passe ici. François? Est-ce qu'il y a le transport en commun dans 25 ans, là, on fait le saut d'une génération. Comment est-ce qu'on entrevoit ça avec une individualisation plus efficace, peut-être? Là, je ne veux pas effectivement, comme disait Catherine, il faut offrir plus de choix. Donc, en fait, en termes de transport collectif, et puis moi, je le mentionnais aussi, oui, plus de transport collectif, ce qu'on appelle traditionnellement le transport en commun, celui qu'on connaît, mais beaucoup plus de nouveaux modes partagés effectivement pour permettre aux gens d'avoir ces choix-là. Et parce que si le transport collectif s'adapte pas justement aux nombreux besoins individuels puis traite pas ça de façon collective, ben on va se ramasser ce qu'on a vécu pendant la pandémie. Les gens vont tous utiliser l'auto, le transport collectif va être vide, puis la ville va complètement bloquer à un moment donné. Le gridlock, là, il est plus théorique rendu là. Oui, c'est sûr que depuis 1889, le nombre d'automobiles a explosé, puis l'espace n'a pas été multiplié en conséquence. Catherine, un commentaire sur cette question?
Oui, ça va être moins long que l'écrire. En fait, je pense que ça nous donne de meilleurs outils pour adapter finalement la réponse qui est le service de mobilité en regard de la capacité requise. Mais il faut juste imaginer Montréal avec les flux qui sont transportés dans les réseaux de métro et dans les lignes importantes de transport commun. Si on essaie de desservir ça avec des véhicules privés, là, oubliez ça. Même si c'est des flottes autonomes, là, ça passe pas. Puis je pense que ce qu'on a compris aussi, c'est que s'il y a plus de gens qui veulent se déplacer à vélo ou à pied, il va falloir leur dédier les espaces requis parce qu'actuellement, ce n'est pas... C'est vraiment pas à la hauteur. Donc là, il va rester moins d'espace. Et cet espace-là, si on veut mieux l'utiliser, il faut que ce soit avec des véhicules de transport en commun. Le métro, on ne peut pas remplacer ça avec des flottes de véhicules. Il y en a eu des simulations, c'est l'apocalypse. Donc, selon la quantité de gens qu'on veut déplacer, on va devoir recourir au bon mode de transport au bon endroit. Et là, ça nous donne effectivement plus de flexibilité. Et la marche et le vélo, ça offre une capacité incroyable pour l'espace que ça prend. Donc, c'est sûr qu'il y a une notion, je reviens avec l'espace, il faut rééquilibrer l'espace, mais quand on a besoin de transporter beaucoup de gens, il reste que le transport en commun qui peut être géré autrement là, avec les nouvelles technologies et avec les véhicules autonomes. Mais ça va être une combinaison de tout ça. C'est juste que là, on va avoir la capacité de mieux optimiser grâce à tous ces outils. Mais on se rappelle, c'est un livre, c'est Michel Labrec, là, le fameux, qui est en train de redonner un petit peu de son sens au Parc olympique, là, qui a été également président de la STM. Là, Michel Labrec avait développé, lorsqu'il était à Vélo-Québec, ou même tout seul, il n'y a pas besoin de personne pour avoir des idées, ce gars-là. L'idée, le concept du cocktail transport. Il a d'ailleurs fait un bouquin là-dessus. Mais maintenant, par rapport à ce qui existait il y a quelques années, la liste des ingrédients du cocktail transport s'est multipliée. Est-ce que c'est quelque chose où on va devoir créer un paquet d'espaces à l'intérieur de la ville dédié à un mode X, Y ou Z? Est-ce qu'on est capable de voir ça, là? Le cocktail sur la carte? Et c'est pas encore moi qui vais répondre, mais oui, je pense que c'est jamais disparu depuis que ça a été lancé, cette idée-là. Donc, les notions d'intermodalité, multimodalité, je pense juste que ça évolue un peu au lieu de penser que c'est quelqu'un qui va être 100% du temps sur un mode, là, on comprend que finalement, c'est une personne va devenir multimodale. Ça, c'est plus la vision. Ça, c'est peut-être sans doute moins compris comme ça initialement. Oui. Là, j'ai effacé la question de quelqu'un pourrait la remettre. J'ai effacé la question. Madame, c'est Helmut. Remettez votre question. Je m'excuse, j'ai mal retenu le nom. Je m'excuse. I'm sorry, but your question is very relevant because it raises one dimension that we don't know. We seem to consider very lightly is the issue of the winter. And the nature of our territory is also the nature of our seasons. And comment est-ce qu'on voit la question de l'hiver par rapport à toutes ces considérations? Puis j'invite aussi René parce que, tu sais, dans le fond, le manteau, on ne le met pas sur un réseau, on le met sur une personne. Tu sais, les bottes aussi. Alors, comment est-ce que... Dis-nous, peut-être juste revenir à ta question précédente. Puis on disait, oui, en fait, des réseaux... d'autres offres, là, comme dit Catherine, là, où est-ce qu'on doit subdiviser l'espace public, mais moi, je reviens quand même à un élément. Oui, mais avec une vision d'ensemble. Il faut absolument que l'ensemble du tracé ou des tracés répondent à une vision d'ensemble, sinon on va s'inscrire dans la cacophonie la plus totale. Ça, pour moi, c'est un élément très important, que ce soit les déplacements en transport en commun, véhiculaires, cyclistes, etc. Là, ça, je pense que c'est un élément important. Pour la question de l'hiver, relative to winter, I guess that Catherine and François will refer to this, but I do think that these networks are pretty interesting, but then, there might be priority given to more of the transport en commun in winter time because you're more protected from, all of the, from the climate and so on. So I do think that it refers again to the notion of offering. If somebody wants to continue circulating, on a bike, well, they should be able to do so, meaning that, we should be able to open up, the snowplow, all of these cycle lanes for sure during wintertime. But I do think that probably there would be a shift of clientele for some of the people utilizing more the underground, let's say the underground stations or the tram, the surface tram.
And there was a big discussion for the tramway in Quebec, how to make these upgrade stations, but relatively protective in wintertime, so people would continue to utilize them. So there are technical aspects also that I've been introducing to all of these stations with infrared heating and so on and so on. So I do think that it's a very relevant question. We have to think about these systems throughout the year, for sure. Yeah, and the idea is not to be able to walk in Gogun from home to work using the public transit in January. You know, there's an issue of anyway. You know, as a user, personally, I find that our metro in Montreal is ill-equipped for winter because there's not enough room. When we are in winter, we take twice the size with our coats and so on, and there's an issue of comfort of heat in the subway. It's strange, it's personal comment. Il y a une question qui est adressée directement à Madame, à Catherine Morancy. Oui. Là, mais je pense que nous, ici, on est des républicains, ce qui fait que la question est disponible pour tout le monde. Il n'y a pas question de créer une aristocratie dans nos trois intervenants. Mais la question est pertinente. C'est surtout ça qui est intéressant. Il y a une grande différence entre le transport en commun dans les zones urbaines et denses et celui qui est dédié au milieu de type résidentiel en périphérie. Alors, comment est-ce qu'on regarde ça? Parce qu'en fait, on sait à l'échelle de la région métropolitaine qu'il y a un étalement qui se poursuit. C'est un débat qui existe. On va sans doute savoir sortir à la discussion sur la densification, mais comment est-ce que vous voyez ça? À commencer par Catherine. Oui, je voudrais faire un commentaire sur la précédente après, là, mais cette question-là, je la reçois 100% du temps. Il y a une probabilité de 100% qu'elle sorte parce que c'est clair qu'il y a des différences importantes entre les milieux urbains, la banlieue, périurbain et plus rural. C'est clair. Ce que j'amène généralement, c'est qu'il existe quand même des solutions, mais il faut toujours rappeler que la marche et le vélo devraient être. Moi, j'ai parlé d'endogénéiser ces modes-là dans la conception des quartiers. Ce qu'on ne fait pas actuellement, parce que si vous regardez des trajets actifs dans les territoires comme ça, généralement, les détours sont tellement grands qu'on a tout fait pour ne pas les rendre faisables. Donc, je pense qu'il y a d'abord un diagnostic, mais la marche, c'est la clé pour accéder à peu près tout. C'est ce qui me permet d'aller prendre le bus. C'est ce qui me permet, des fois, juste améliorer les cheminements d'accès au transport en commun. Ça va augmenter la portée de nos réseaux. Et on investit dans nos réseaux de transport en commun structurels, donc on devrait se préoccuper de la quantité de gens qu'on capte à moins de 10 minutes de marche. Donc, moi, je trouve qu'il y a un premier diagnostic à faire, comment j'améliore l'efficacité, parce qu'on s'est préoccupé beaucoup de la sécurité, heureusement. Des fois, il n'y a même pas de trottoir. Il y a quand même un travail à faire sur comment on améliore la qualité, mais l'efficacité des trajectoires avec les modes actifs. Ça va toujours être, peu importe le milieu dans lequel on est. Ensuite, évidemment, sur le transport en commun, bien là, les services de transport à demande, ça devient de plus en plus populaire. C'est plus facile à gérer. On a des meilleurs algorithmes. Il y a des meilleurs outils avec nos téléphones. Il y a du temps réel. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Bon, est-ce que l'argent est là pour qu'on puisse les expérimenter? Peut-être pas tout le temps, mais pour qu'ils soient efficaces, il va aussi falloir que les gens puissent accéder aux arrêts s'il y a des arrêts. Donc, mais on n'a pas le choix. Là. Je ne sais pas, je suis peut-être devenue trop désespérée face au changement climatique, là, mais on n'a pas le choix. On ne peut pas poursuivre notre dépendance individuelle et collective envers l'automobile parce qu'il y en a trop. Ce n'est pas un mode qui va nous amener qui va nous permettre de faire la transition requise. Donc. Bon, merci. Je pense rapidement à René. Puis là, il y a l'autre question là, à laquelle tu voulais répondre dans la question précédente. Mais René, l'aménagement des nouveaux territoires, parce qu'on s'entend que les quartiers plus traditionnels, là, ce que Félix Lambert appelle notamment les quartiers authentiques de Montréal, il y a quand même un ordre parce qu'ils ont été pour la plupart bâtis à une époque où l'automobile n'existait pas et où finalement on ne pouvait pas forcer les gens à faire des chemins de Compostelle pour aller au dépanneur. Là. Mais est-ce que la planification des nouveaux quartiers, est-ce que tu vois des exemples où on a voulu peut-être introduire, par exemple, des sentiers? Si on regarde la Cité-Jardin de Rosemont, là, il y a des sentiers, il y a plusieurs ordres de voies de circulation. Absolument. Puis, ce qui est intéressant, quand l'intervention le permet, là, peut-être ici, je réfère plus à même à Eglinton et même pour le tramway de Québec, quand on s'inscrit dans des milieux qui sont, disons, un peu moins urbains, ce qui arrive à Eglinton à titre d'exemple, parce que dans l'Est, en fait, ce sont des milieux, on s'en va plutôt vers la banlieue. Il y a une réponse au niveau du transport en commun qui est différente dans les centres-villes. C'est-à-dire qu'on passe de nos stations souterraines qui doivent
être capable de permettre la transition, en fait, le transport de plusieurs usagers versus, par exemple, des stations de surface qui sont intéressantes, qui viennent s'introduire finalement dans un paysage qui est d'une toute autre nature. C'est sûr que ce qui est le plus intéressant, les stations les plus intéressantes et structurantes, c'est quand on peut, un peu ce que François disait, associer à ces stations-là des espaces publics qui peuvent être nouvellement créés, qu'on vient rechercher et qui vraiment créent des lieux de destination. Moi, je pense aussi qu'il va falloir de plus en plus, on parlait en fait que les usagers qui ont besoin, en fait, les choses doivent se faire rapidement, ils veulent être efficaces, le temps est important. On pense à certaines stations au Japon où en fait, ils arrivent dans les stations, vous allez dire c'est des milieux très urbains, mais où est-ce qu'il y a presque des commandes qui sont faites sur les iPhones et puis ils ramassent à l'autre station les denrées dont ils ont besoin. C'est fantastique, c'est ça qu'on devrait faire dans le fond parce que ça nous permettrait aussi d'être encore plus efficace. Moi, je pense qu'il faut associer, donc même en milieu périurbain ou plus rural, je pense que jumeler ces stations-là et créer des lieux de destination, mais à l'échelle des environnements qui sont desservis, il y a quelque chose d'assez intéressant à faire. Parce qu'on veut que les gens y aillent. En fait, ça réfère, si on veut que les gens utilisent ce système de transport en commun, il faut vraiment s'assurer qu'on crée des interventions de qualité. Moi, j'y crois là, totalement, que ce soit pour des stations souterraines ou des stations de surface. Il faut les rendre confortables en tout temps, à l'année, etc. Donc, il y a vraiment une attention particulière à porter en fonction de chacune des typologies d'éléments, si vous voulez, de transport en commun. Est-ce que, par rapport à ce que tu dis, là, spontanément, est-ce que le métro Rosemont, ce qui est en train de se produire là, c'est intéressant ou il y a de meilleurs exemples que ça? Parce que finalement, le métro de Montréal, là, qui date des années de 66, 14 octobre 66, célébrons cette arrivée parmi nous. Il y avait quand même cette idée que les stations qui étaient il y avait beaucoup de stations qui étaient les édicules, c'était vraiment des hangars, là, pratiquement temporaires. Il y en a quand on pense que la station Place des Arts au centre-ville, l'édicule sur Bleury était en 2x4, jusqu'à récemment, en bloc de ciment avec un plafond de 2x4. C'est pas nécessairement fait pour durer. Mais il y avait l'idée de construire par-dessus. Mais au métro Rosemont, on a créé des espaces avec la cour de voirie qui a été recyclée et on a créé une bibliothèque qui est extraordinairement réussie puis heureusement occupée. Finalement, les élus qui ont travaillé là-dessus, je pense à André Lavallée ou William Croteau qui a suivi après, bien, est-ce que c'est un modèle? Parce que dans le fond, ça va poser la question, peu importe le type d'infrastructure qu'on va avoir dans l'avenir, qu'est-ce qu'on va donner avec ça? On peut penser au métro Montmorency, là, à Laval, mais c'est peut-être une autre échelle. Là. Absolument, mais je pense que c'est important de jumeler, en fait, ces diverses activités, parce que là, dans le fond, c'est un pôle de transport qui s'intègre dans un tissu urbain et qui favorise le développement de composantes institutionnelles, de composantes de services, même de parcs, en fait, et d'espaces publics. C'est intéressant quand on est capable de jumeler l'ensemble de ces fonctions-là, parce que c'est comme si ça garantit une meilleure fréquentation aussi. Alors, c'est pas limité à l'intervention de transport en commun, c'est un arrimage, en fait, de l'ensemble de ces usages-là qui augmente l'intérêt, finalement, en termes d'utilisation de ce transport en commun. Ça rend tout le parcours beaucoup plus intéressant, l'arrivée ou le départ de la destination beaucoup plus intéressante aussi. Puis c'est dans ce temps-là que les systèmes de transport sont beaucoup plus utilisés. Est-ce qu'on sent, François, dans les... je ne sais pas si ça existe comme enquête, mais une espèce de notion d'appartenance à son pôle de transport public, là, en disant, tu sais, moi, je suis du métro Rosemont, moi, je suis du métro de l'Église. Tu sais, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit apparaître? Y a-t-il une littérature du métro? Non, il n'y a pas de littérature comme telle. Non, mais il n'y a pas de littérature comme telle, mais juste basée sur l'expérience. Oui, les gens, leur ligne d'autobus, leur station de métro, c'est important. Et même d'ailleurs, dans les années 70-80, quand il y a eu des prolongements de métro, il y avait des refontes du réseau d'autobus et les gens tenaient à garder le numéro de la ligne d'autobus parce que c'était la ligne du tramway avant.
Alors, il y a ce sentiment d'appartenance-là a déjà existé. Aujourd'hui, c'est peut-être différent parce qu'effectivement, la variété, la diversité des déplacements est complètement différente. Mais en termes aussi d'aménagement, il faut citer un exemple qui date des années 60. C'est la Plaza Alexis-Nihon, puis tous les alentours, effectivement, là, de la station Atwater, où il y a quand même plusieurs activités qui ont été développées à ce moment-là, là, avec Westmount Square aussi, entre autres. Donc, c'était possible à l'époque, mais aujourd'hui, je pense que c'est rendu une obligation de le faire, de l'intégrer. Donc, T'es quelle ligne, toi? Moi, je suis la 80. Là. Toi, t'es quoi? Moi, je suis la 24, mais c'est la Valois. Ça m'amène au métro Cartier. Bon, OK. Mais la 80, je l'ai dit dans la Gazette, ils m'ont demandé c'était quoi mon monument préféré de Montréal. J'ai dit la 80. Parce que je peux te dire que tu as l'Hôtel-Dieu, le Mont-Royal, la Place des Arts, l'Arena Howie Morans. C'est quand même pas rien, ça. Et ils ont changé. Avant, c'était le Vieux-Montréal. Et Catherine avait une question antérieure à répondre dans un futur pluriel. En fait, j'allais dire sur la question des nœuds que l'autre est... Allô? Allô? Je pense qu'on a peut-être perdu Catherine. Incroyable. Écoute, on a perdu Polytechnique, que nous arrivera-t-il? Non, mais en attendant qu'elle essaie de se rebrancher, tout à l'heure, on posait la question périphérie versus centre. Oui. Il reste que les axes structurants et rapides, et c'est Jarrett Walker qui en parlait, le transport collectif est efficace quand il attire beaucoup de monde. Donc, ça prend une ligne rectiligne, rapide, sur des axes routiers importants. Et autour de ça viennent se greffer les différents services de proximité. On parle de la marche, on parle du vélo aussi, mais les nouveaux services sur demande, parce que les gens détestent attendre et c'est normal. Donc, une ligne d'autobus locale aux heures, ça fait carrément pas le travail. Donc, d'avoir des solutions beaucoup plus souples. Et aussi, c'est le vélo et la marche, c'est bien, mais avec une population vieillissante, il faut leur offrir des solutions de mobilité motorisées pour effectivement préserver leur niveau d'activité. Est-ce que tu as vu, je pense que c'est l'ONF qui a produit dans les années 70 un petit documentaire sur des autobus sur demande à Winnipeg. Est-ce que ça vaut la peine de regarder ça? Là, on voit que c'était quand même assez archaïque au niveau de la technologie disponible, mais au niveau de l'idée, c'était tellement visionnaire. Est-ce que... Oui, c'est le DART, effectivement, et les gens appelaient même directement le chauffeur à l'époque, là, c'était vraiment archaïque. Mais c'est ce qui est en train d'être implanté sur la rive sud par le RTL à Saint-Bruno, aussi à Québec, qui vont examiner ça en périphérie avec les technologies d'aujourd'hui, effectivement. Puis le transport adapté fonctionne comme ça aussi. Donc, d'amener cette technologie-là, ces aides-là dans le réseau régulier, ça permet de justement, dans des milieux peu denses, d'offrir un service beaucoup mieux adapté aux besoins de la population. OK. Bien, on remercie France Harvey de cette question qui nous a ouvert sur toutes sortes de facettes. On va en prendre une. Là, il nous reste quelques minutes, mais on a aussi une question sur l'interdiction des centres-villes aux autos. Donc, pour essayer comme il dit, de level de field, de mettre le terrain juste. Comme il y a beaucoup d'accès à l'automobile, ça crée une concurrence, j'imagine. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses de ça? Il y a plusieurs villes en Europe qui sont dotées de ce genre d'équipement, y compris la très conservatrice Londres, c'est-à-dire avec des ceintures de péage sur le centre-ville. Est-ce qu'il y a c'est déjà qu'on a des ponts ici, mais ça a été évoqué à plusieurs reprises. Ça revient régulièrement. Là, j'ai vu une question aussi qui parlait des péages pour les automobiles, là, mais effectivement, la tarification kilométrique pour les différents modes, certains modes plus durables pourraient coûter moins cher au kilomètre et les modes plus nuisibles pourraient coûter beaucoup plus cher. C'est le bonus puis le malus. Effectivement, c'est une façon de gérer la demande et qui
en tout cas, qui devrait effectivement arriver au Québec un jour. On voit qu'en Europe, ça fonctionne bien. Aux États-Unis, il y a des projets pilotes, plusieurs projets pilotes, mais c'est pour gérer la demande et aider les gens à faire le bon choix. Il faut toucher à leur portefeuille. Donc, à ce niveau-là, effectivement, la réflexion est en cours à Québec, mais on a bien hâte que la décision se prenne. Est-ce que les expériences, tu parles d'expériences aux États-Unis, puis peut-être que René, tu as aussi ça, parce que et là, on essaye de reconnecter avec Catherine. On espère que... Je suis de retour. Ah. C'est comme une pandémie qui m'est arrivée, là, mais je suis sûre que c'est quelqu'un chez vous qui trouvait que je parlais trop. Et mon ordinateur a tout simplement fait un beau crash. Je m'excuse. Ben, écoutez, alors on posait la question des péages autour des centres-villes. C'est une question. Oui, il y a eu un projet. J'ai vu la question. Il y a un projet qui a été fait par il y a un rapport qui avait été fait par Cyrano il y a quelques années pour évaluer l'équité des différents types de tarification et qui avait conclu que c'était la tarification kilométrique là, qui était la plus équitable. Effectivement, je suis aussi de cet avis là, qu'une tarification kilométrique serait vraiment un meilleur outil de gestion de la demande qui permet de faire payer. En fait, c'est qu'on paye à l'usage, puis ça permet de changer les tarifs selon les corridors empruntés, l'heure, ainsi de suite. Là. Et ça évite aussi les détours dans tous les trajets pour essayer de ne pas... contourner. Voilà. Oui, mais c'est pas si compliqué à implanter, là, contrairement à ce qu'on peut penser. Est-ce que ce système prévoyait une ligne en quelque part? Parce qu'en quelque il y a comme ça poserait la question, où est-ce qu'on fait passer la ligne entre la zone tarifée et la zone non tarifée? Là, si vous prenez le taxi, vous voyez qu'il y a une étrange petite carte sur le côté collée dans la vitre, là, qui est transparente en suicide, qui montre le découpage pour la tarification centre-ville. Là. On ne sait pas pourquoi la rue Chérier apparaît là plutôt qu'une autre, mais est-ce que ces nouvelles technologies permettraient d'avoir une réflexion sans une géographie très, très définie? Ça dépend toujours des objectifs de la tarification. De Montréal, c'est pas clair. Oui. C'est pas clair pour tout le monde. Si vous prenez juste les cartes officielles de la ville et les instances, il y a le centre des affaires, le cœur de l'agglomération, le centre-ville, l'arrondissement de Ville-Marie. C'est des limites différentes. D'ailleurs, souvent, le gouvernement dit en région, c'est impossible, les gens ont besoin de l'automobile, mais tu peux avoir quand même une tarification kilométrique, mais avec une tarification qui est près de zéro. C'est quand il y a de la congestion que ça devient important. Alors, avec effectivement les nouvelles technologies de temps et d'endroit, on le sait, les compagnies d'assurance nous l'offrent. À ce moment-là, on peut tarifer plus cher du kilomètre dans le centre-ville que, par exemple, dans le quartier Villeray. Donc, c'est le genre de truc qui est possible. Je pense que René voulait dire quelque chose. René voulait dire quelque chose, oui. Je voulais juste revenir à un élément qui a été mentionné. En fait, moi, je pense qu'il y a une logique de mise en œuvre de ces stratégies-là aussi, là, qui doit prendre en considération l'état actuel des choses. C'est-à-dire qu'on parlait au début, puis on a dit, le tout à l'automobile, bien, finalement, on essaie d'éviter ça le plus possible, de tout au transport en commun. Il y a comme une marge entre les deux. Puis, au niveau de la mise en œuvre de ces stratégies-là, je pense qu'il faut que ça soit fait intelligemment, qu'il y ait de l'éducation qui soit faite pour assurer le succès de ce type d'interventions-là qui sont souhaitables éventuellement. Mais je pense qu'il faut faire ça de façon diligente, si je puis dire. Là, et concertée et avec une vision d'ensemble, encore une fois, pour arriver à un résultat de qualité. À moyen terme, on ne parle pas nécessairement d'une nouvelle taxe. Le gouvernement n'aime pas vraiment les nouvelles taxes. Mais en fait, les taxes sur l'essence actuellement vont disparaître. Les revenus générés vont baisser d'ici une décennie ou deux. Et à ce moment-là, l'argent qui finance autant le réseau routier que le transport collectif va disparaître. Donc, ça prend une source de revenus, non pas une nouvelle supplémentaire, mais plus une source de revenus pour se substituer à la taxe sur l'essence. Donc, graduellement de le faire. Ça ne veut pas dire que les gens vont nécessairement débourser plus collectivement. Au tout début, il y avait une question sur l'utilisation du mot « alternative » pour les modes de transport, mais là, on est en train de voir, ce n'est pas des modes de financement alternatifs, c'est des modes de financement de continuité. Là. C'est la succession des sources de financement qui est en... Bon, écoutez, on arrive vers l'échéance qu'on s'était donnée par un vote supervisé par le Code Morin pratiquement de 13h15, mais j'aimerais peut-être
donner la parole à nos trois panélistes pour quelques commentaires. Puis je voulais remercier là, peut-être une dernière question là, de Zvi Lévé, qui rappelle qu'il y a des espaces qui existent déjà, qui sont consacrés, qui s'appellent les stationnements. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Peut-être que ça pourrait être le mot de la fin. Puis, je vous invite aussi, vous savez que la Ville de Montréal, ça fait des années qu'on attend ça, mais apparemment, c'est en branle, puis on espère que l'élan ne sera pas rompu par les élections, se dirige vers une consultation sur un projet de ville et la mise à jour de son plan d'urbanisme de 1992 et 2004. Et ça s'appellerait, pour faire changement, PUM, non pas presse de l'Université de Montréal, là, la voisine de Catherine, mais le plan d'urbanisme et de mobilité. Alors, s'il y a des commentaires, peut-être un tour de table, en commençant par l'ordre inverse, c'est-à-dire René Daou. Avec un micro, c'est toujours... Oui, exactement. En fait, ce que je trouve... Bon, il y a eu la question là, par rapport au stationnement, là, la notion de stationnement incitatif, là, disons, en banlieue qui permettent de décongestionner les centres-villes. Moi, je trouve que ce sont des solutions quand même assez intéressantes là, et qui fonctionnent quand même assez bien. Ce que j'ai aimé de la discussion aujourd'hui, c'est les différentes perspectives, mais c'est surtout, on se rend compte à quel point ce sont des questions qui présentent un certain niveau, pas de complexité, je dirais, mais qui réfèrent à de la multidisciplinarité, parce qu'on a touché, en fait, à la mise en œuvre, à la réalisation, en amont, comme disait Catherine, à une planification peut-être plus intelligente et concertée. Dis-nous de parler de financement de ces réseaux-là, qui, je pense, on n'a pas pu l'aborder, mais qui sont une question très, très, très importante. Alors, je trouve que c'est vraiment intéressant. En fait, tous les sujets, ça prouve que ce sont des questions complexes, importantes, puis qu'on ne doit pas traiter à la légère pour arriver à se définir des réseaux de transport, comme tu disais, durables, en fait, une mobilité durable. Ils sont structurants sans déstructurer. Exactement, oui, exactement. Et on note dans ton intervention le propos, l'expression « le milieu traversé ». On parle des populations desservies, mais également le milieu traversé. C'est peut-être un élément à mettre dans l'équation. Catherine? Oui, oui, moi je suis d'accord. C'est la question de multidimensionnalité et multi-compétences requises pour aborder ça. Je pense que c'est relativement clair avec ce dont on a discuté. Je trouve aussi que ce que je retiens, là, cette notion de cohérence systémique, là, qu'on a tendance à ne pas considérer. On isole des corridors, on dit que le problème est ici, mais on ne peut pas isoler un corridor d'un réseau et des impacts que ça va avoir sur la totalité des régions même. Donc, je trouve que cette notion-là devrait être plus claire et toujours se rappeler qu'il y a des gens à bord. On fait ça pour des gens. Il y a des gens qui vont être dedans le réseau. Il y a des gens qui vont subir à la fois sa phase de conception et son utilisation. Et ça, on ne se préoccupe pas suffisamment de mesurer qui va subir et qui va bénéficier. Et généralement, ce qu'on n'observe pas, ce qu'on ne mesure pas, on n'en tient pas compte. Donc, pour moi, ça, c'est un défi là, de toujours avoir une approche très inclusive dans la prise en compte des impacts. Et évidemment, la rue, notre espace, le stationnement, pour moi, j'ai toujours appelé ça la patate chaude, une des deux patates chaudes, le marchandise et le stationnement. On maîtrise très mal, on quantifie très mal l'offre de stationnement, on cerne de mieux en mieux, mais l'empreinte que ça a sur une ville d'avoir des véhicules stationnés, quand le véhicule est stationné, il ne sert pas. Donc, on dédie beaucoup d'espace. Donc, je pense que c'est un vrai enjeu d'avoir la capacité de mieux gérer nos espaces et de se questionner sur qui on doit prioriser quand on alloue un espace à quelque chose ou à un service. Merci beaucoup. Merci. François? Oui, rapidement, je pense que c'est Georges Amar qui disait qu'effectivement, la mobilité est devenue une activité en soi et non plus, comme le transport, une façon de passer d'une activité à une autre. Alors, ces activités-là sont vécues par des humains. Je rejoins René et Catherine. Effectivement, c'est extrêmement important. J'insistais beaucoup sur la consultation, mais les plus grands experts de leur milieu de vie et de leurs besoins, ça demeure le citoyen. En tant que professionnel, on a des outils, on a des modèles, on a des données, mais effectivement, de prendre le vrai contact. J'ai connu une STM des années 80 qui ne consultait absolument pas et aujourd'hui, en 2021, effectivement, il y a des consultations régulièrement, autant au niveau du réseau que des constructions d'édicules, de puits de ventilation. C'est devenu une façon de faire qui est incontournable maintenant pour impliquer les gens, puis effectivement que tout le monde apprécie le résultat et puisse l'utiliser de la bonne façon après.
Merci François. Je vous remercie de nouveau nos trois panélistes. Si on était à l'auditorium, je vous inviterais à les applaudir, mais on est dans un format virtuel où on apprécie. On espère qu'on a pu éclairer un petit peu ce sujet qui est très vaste et qui, on le sait très bien, fait l'objet de vifs débats ces jours-ci là, avec des grands projets gouvernementaux qui sont pas des projets de société, mais des projets d'infrastructure avant la planification dans certains cas, et puis où on se demande si on a affaire à un service public qu'on développe comme service ou à un produit financier qu'on construit pour ensuite en disposer sur les marchés des infrastructures et des papiers adossés. Alors, c'est un autre sujet, mais peut-être on fera un échange urbain une fois en pensant à Michel Nadeau sur ces questions-là. On vous remercie. On vous invite à notre prochain échange urbain comme il a lieu en janvier. On vous souhaite une bonne fin d'année. Portez-vous bien et surtout, mobilisons-nous et transportons-nous également vers un meilleur Montréal, un meilleur quartier et une meilleure métropole. Merci bien et bonne fin de journée.